Bon, il faut que je trouve une idée pour les 1 an de la chaîne. Mais que faire, que faire, que faire, que faire? Tiens, si j'allais regarder dans le document où il y a la liste des vidéos à faire là. Ah, en effet, ça risque d'être plus compliqué que prévu. Hmm. Bon, bah j'imagine que je vais devoir improviser. Il ne vous aura certainement pas échappé que le nom de cette chaîne est Surcouf. D'autant plus si vous êtes abonné à celle-ci. Donc, face à ça, on pourrait se dire que je suis assurément un très grand connaisseur de la vie de ce célèbre corsaire français pour avoir choisi son nom comme pseudo, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Alors qu'en réalité, je n'y connaissais rien avant cette vidéo. Alors oui, je connaissais quelques punchlines, quelques événements, mais globalement, la vie de Robert Surcouf, je n'y connaissais rien. Je connaissais plus de choses sur le sous-marin Surcouf de la Seconde Guerre mondiale que sur le personnage qui lui a donné son nom, et qui m'a également donné mon nom. Ce qui est tout de même assez paradoxal. Et étant donné que c'est les 1 an de la chaîne, même si lorsque cette vidéo sortira, les 1 an seront déjà passés depuis quelques jours, eh bien je voulais un sujet symbolique. Et quoi de mieux que, d'une part, me faire découvrir l'histoire de Robert Surcouf, également de vous la faire découvrir à vous si vous ne la connaissez pas, afin de rendre honneur à ce personnage qui donne aujourd'hui son nom à ma chaîne YouTube. Même si c'est Surcouf avec un E. Bon, cela dit, nous allons pouvoir partir sur les mers du globe, enfin surtout l'océan Indien, accompagné de ce cher corsaire français dont la vie est extrêmement rocambolesque et incroyable. Préparez vos provisions et également votre équipement, car nous allons partir sur un long voyage en mer et avec beaucoup d'allers-retours entre la métropole et l'océan Indien. Robert Charles Surcouf naît à Saint-Malo en 1773. Ce dernier est originaire d'une famille noble bretonne et est le cousin d'un autre corsaire très célèbre, cette fois plutôt de l'époque de Louis XIV, un certain Duguay-Trouin. Destiné à la base à la prêtrise, il est envoyé étudier la théologie à Dinan. Cependant, ce que l'on peut déjà dire de Surcouf à cette époque, c'est que d'une part, ce n'est pas un bon prêtre, et d'autre part, il est déterminé à poursuivre son rêve, partir en mer. Ainsi, dans cet objectif, il va fuguer du collège en 1786, en mordant au mollet le prêtre qui tentait de le retenir. Il fait ensuite une longue route en hiver, qui manquera d'ailleurs de lui être fatale, afin de finalement rejoindre la mer. Ses parents, probablement très étonnés et limite un peu horrifiés de voir leur enfant mordre un prêtre et également faire tout ce chemin en plein hiver sans vêtements chauds, décidèrent de finalement l'autoriser à s'engager dans un équipage de navire, qui sera le Héron, un brick. Sur ce même navire, il est pilotin, c'est-à-dire apprenti officier. Cela lui offre un statut particulier. Il déjeune à la table du capitaine et fait partie de l'état-major. Il est également exempté des corvées des simples mousses. Mais, en échange, il doit apprendre les rudiments de la navigation et du commandement, et surtout, il ne perçoit pas de salaire. Après le Héron, il est engagé le 3 mars 1789 sur l'Aurore, un navire négrier qui part pour les Indes. Surcouf n'a alors même pas 16 ans et il va entamer un voyage extrêmement long, surtout pour l'époque. Arrivant à Pondichéry, un comptoir français en Inde, son navire doit affréter des troupes pour l'île de France, l'actuelle île Maurice. Puis ensuite, arrivé là-bas, l'Aurore part pour la Corne de l'Afrique, pour aller acheter des esclaves et se livrer, eh bien,
à sa mission première qui était la traite négrière. Mais sur le retour, le navire fait naufrage dans le canal du Mozambique. Les 400 esclaves à bord sont morts dans les cales quand le navire coulait, tandis que Surcouf et le reste de l'équipage rejoignent la terre ferme, malgré tout assez difficilement. Le capitaine, un certain Tardivet, parvient à affréter alors un navire portugais en octobre 1790 pour retourner sur l'île de France. Mais à cause des conditions météorologiques compliquées, Surcouf et ses compagnons d'infortune se retrouvent à Sumatra. Alors me demandez pas comment ils ont fait pour aller du Mozambique jusqu'à Sumatra. Je sais que des fois, les vents dans l'océan Indien, ça peut être extrêmement violent, jusqu'à vous empêcher d'aller dans un sens de navigation en particulier. Et ensuite, pourquoi Sumatra? Ensuite, ils regagneront finalement l'île de France à la fin 1790. Après cette escapade somme toute sympathique, Surcouf est promu officier dans la marine de commerce, effectuant divers voyages vers la Corne de l'Afrique ou Madagascar, à bord de navires aussi bien commerciaux que négriers, gagnant vite d'ailleurs le rang de lieutenant. Mais c'est à ce moment-là qu'il quitte la marine commerciale pour s'engager dans la marine royale en tant que timonier. Également, à cette même époque, disons qu'il en a un peu marre de l'océan Indien, parce qu'après sa première aventure qu'il avait menée jusqu'à Sumatra, et toutes les expéditions pour le commerce, tout ça, il commence à être un peu fatigué, surtout qu'il a même pas 20 ans, quoi. Donc, il voudrait bien retrouver sa Bretagne natale, et il va embarquer à bord de la flûte La Bienvenue, qui a pour destination la métropole. Il revient finalement donc en Bretagne, à Lorient, le 2 janvier 1792. Puis là, lui qui pensait retrouver une situation apaisée, calme, enfin chez soi, parce que bon, le mal du pays c'est quand même pas sympa quoi. Bah, à la place, il retrouve une France en pleine crise révolutionnaire et qui se prépare à déclarer la guerre à l'entièreté de l'Europe. Ça a dû faire un petit choc quand même. Mais bon, ça le concerne pas vraiment, donc il se contente juste de se reposer de ses aventures pendant 6 mois, puis ensuite il réembarque à nouveau sur un navire négrier pour appareiller au Mozambique avant de rejoindre l'île de France. Où à son arrivée, il découvre d'ailleurs un autre événement particulier, le déclenchement de la guerre contre l'Europe, ce qui fait que la zone où il est, l'océan Indien, devient le théâtre de la guerre entre les Français et le reste de l'Europe, au bas mot. Donc il y a du boulot. Reprenant alors son poste dans la marine royale, il commence sa carrière donc de défourailleur de roast-beef, avec son baptême du feu à bord de la frégate la Cybèle lors du premier combat de la Rivière Noire le 22 octobre 1794, où lui et un groupe de navires français battent 2 vaisseaux britanniques. À seulement 20 ans, il reprend le commandement alors d'un navire négrier, qui ne fait pourtant pas de tel commerce, étant donné que la Convention, oui parce que à ce moment-là le roi n'a plus sa tête sur les épaules disons, donc la Convention a en effet aboli l'esclavage la même année. Et en plus il faut se rappeler que les communications entre la métropole et l'océan Indien c'est un petit peu long, donc le temps que les informations arrivent... Après tout ça, Surcouf se considère déjà comme un capitaine corsaire. Enfin, il voudrait bien l'être, sauf que pour le moment, il n'a pas de lettre de marque. Cependant, ce léger détail ne va pas l'empêcher de commencer à déverser réellement sa haine face à l'Anglois. En effet, il va d'abord commencer cette petite aventure à bord de l'Émilie, normalement un navire de commerce. Sa mission était alors d'aller faire du commerce aux Seychelles. Cependant, selon un commun accord avec l'équipage, Surcouf dérive malencontreusement vers le golfe du Bengale, afin d'éviter le trop-plein de navires anglais. Également, dans le cadre d'une défense préventive de la cargaison de l'Émilie, il fait de gros dégâts sur le chemin. Il arraisonne un brick anglais, viennent ensuite 3 autres navires qu'il capture dans l'embouchure du Gange, dont un navire américain.
et l'autre un brick plus performant que l'Émilie, appelé le Quartier. Il s'en empare et en fait son nouveau navire amiral. Il n'a toujours pas de lettre de marque, je rappelle. Et puis ensuite, il demande à l'Émilie de retourner à l'Île-de-France, ce qui est fait en 1796. Le gouverneur local devait commencer à se poser des questions, mais bon, ce n'est qu'un détail. Ensuite, il inaugure son nouveau joujou le 28 janvier 1796, en capturant un brick américain, dont le capitaine soulignera d'ailleurs le comportement de gentleman de Surcouf et de ses hommes. On fait la guerre, oui, mais on n'est pas des animaux non plus. C'est alors que le lendemain se passe un épisode très connu de la vie de Surcouf, l'épisode du Triton. Surcouf, avec seulement 19 hommes et 4 canons, fait face alors à l'Indiaman anglais, le Triton, possédant pour sa part 26 canons et 150 hommes d'équipage. Surcouf, très malin, s'approcha d'abord sous pavillon anglais du Triton, et arrivé à proximité, il aborda le navire dont l'équipage résista durant assez peu de temps, car leurs officiers furent tués en premier. Surcouf captura donc le Triton et en fit son nouveau joujou, envoyant alors le Quartier à l'Île-de-France, et redonnant aux Américains et aux Anglais leur liberté, les laissant repartir sur le Diana. Il repart ensuite lui-même sur le Triton pour l'Île-de-France, où il y arrive finalement le 10 mars 1796. Sous le regard suspicieux du gouverneur, car tout de même, on le rappelle, pendant tous ces moments-là où il a capturé quand même pas mal de navires ennemis, il n'avait absolument aucune lettre de marque, donc aucune autorisation de faire de la guerre de course. Ce qui fait que toutes les prises qu'il a envoyées sur l'Île-de-France lui sont confisquées. Mais au vu de son tout nouveau prestige, le Conseil des 500, le nouvel organe qui gouverne la France, parce que bon, les machins sont des animaux à se faire des coups d'état tous les 4 matins. Bref, le Conseil des 500 lui octroya donc, pour ses agissements, un don national équivalent à la valeur des prises qu'il a faites durant toute cette période. Chose que Surcouf refusa, se contentant d'à peine un tiers de la valeur de ses prises, ne voulant pas ruiner son pays alors en crise. Dis donc, en plus il est patriote, il a vraiment toutes les qualités ce Surcouf. Ces petits conflits réglés, Surcouf embarque alors en tant que capitaine, avec son frère en second, à bord de la Clarisse, en août 1798, en direction de l'océan Indien. N'étant même pas encore à destination, Surcouf a fait déjà 4 prises avec 2 brick anglais et 2 autres portugais. Rien que la cargaison de l'Elisa valant déjà 45 millions de livres de l'époque. C'est déjà du bon boulot. Ensuite, ayant fait une petite halte sur l'île Bourbon, aujourd'hui île de la Réunion, il fait ensuite un petit voyage vers les côtes de Sumatra. Probablement un petit retour nostalgique de sa première expédition dans l'océan Indien. Comme c'est beau. Et d'ailleurs, le fait qu'il soit à Sumatra, ce n'est pas pour autant qu'il prend des vacances, car là-bas il fait pas moins de 4 autres prises, même si une prise sera recapturée par la suite par les Anglais. Repartant faire escale sur l'île de France et l'île Bourbon, Surcouf réembarque pour une 3e fournée, avec cette fois un navire danois, un brick portugais et 3 mâts. Mais ce n'est toujours pas fini. Croisant par la suite sur son chemin le navire anglais la Sibylle, Surcouf estime qu'il est préférable de s'enfuir, ce qu'il parvient à faire en jetant 8 canons à la mer. Mais malgré cette baisse drastique de sa puissance de feu, il parvient néanmoins à recapturer dans les jours suivants un 3 mâts anglais après un rude combat de 3 heures. Il finit cette petite campagne par une petite victoire à 1 contre 2 navires américains, le premier s'enfuyant et l'autre étant capturé. Il rentre ensuite à l'Île-de-France le 6 février 1800. En 18 mois, Surcouf venait alors de rapporter pas moins de 264 millions de livres en prise. Et avec un nouveau navire, la Confiance, il allait continuer son œuvre. Dès qu'il partit, en effet, Surcouf captura un 3 mâts américain, en lui tirant 2 coups de semonce et 3 coups de boulet, histoire de leur faire comprendre à qui ils avaient affaire. Ensuite, le mois de septembre arrivant à grands pas, il commença à prendre des stéroïdes pour se préparer,
car en effet, ce mois fut particulièrement bon pour Surcouf, avec 5 prises. Il continue bien évidemment en octobre avec tout d'abord la prise de 3 navires anglais, puis avec la célèbre prise du Kent, un Indiaman également anglais, comptant pas moins de 437 marins et 40 canons de calibre élevé, face à la Confiance qui en a seulement 26 inférieurs en calibre et avec 160 membres d'équipage. Le capitaine anglais, très confiant, invita même ses passagers à venir admirer le spectacle de la débâcle de Surcouf. Et ce fut en effet un spectacle, car en moins d'1 heure, Surcouf parvient à habilement manœuvrer et à finalement aborder le Kent. Le combat, qui est tout de même acharné, dure à peine 10 minutes, où les Anglais subissent 4 fois plus de pertes que les Français. Et finalement, les Anglais se rendent. Surcouf, quand même bon prince, ordonne à ses hommes de rester polis avec les dames, et également les fait arrêter dans le début du pillage du navire. Donc, à la fin de cette première carrière, ce cher Surcouf amassa un beau butin de 500 millions de livres. Mais ceci fait, il commence à avoir le mal du pays, ça fait longtemps qu'il n'a pas revu sa Bretagne natale, il lui faut donc retourner de ce pas à Saint-Malo. Ainsi revenu en 1801 en métropole, Surcouf va se marier, mais ce n'est pas pour autant qu'il abandonne son passe-temps favori pour une vie bien rangée. Et en conséquence, il est en train déjà d'armer un nouveau navire pour repartir de plus belle. Quand malheureusement la paix d'Amiens advient. La guerre entre la France et l'Angleterre est terminée, et donc Surcouf est assez triste. Comment va-t-il pouvoir faire pour bouter de l'Anglois de nouveau ? Cependant, heureusement pour lui, la guerre reprend bien vite en 1803, même si, du coup, durant la période de paix, il est devenu armateur dans la marine commerciale. Mais lorsque cette guerre reprend donc, il va tout d'abord, en tant qu'armateur, équiper différents navires de course. Puis, Napoléon himself commence à s'intéresser à lui proposant un grade élevé dans la marine impériale et le commandement d'une escadre. Rien que ça. Ce que Surcouf refuse, ne voulant pas être commandé et n'aimant pas tellement le cadre strict de la marine d'État, préférant davantage la guerre de course. On fait la même chose et en plus sans aucune règle, mis à part une lettre de marque. Mais Napoléon ne semble pas lui en tenir rigueur car en 1804, il lui décernera la Légion d'honneur. Tous ces événements un petit peu passés, il repart de plus belle en 1807 à bord du Revenant pour terroriser les armateurs anglais des Indes. Ceux-ci ont tellement peur qu'ils envoient une lettre à la couronne britannique leur demandant le renfort de plusieurs frégates pour pourchasser le terrible corsaire. Cependant, même avec ces frégates supplémentaires, Surcouf pouvait se flatter de n'avoir jamais été attrapé par aucun navire anglais. Ce qui les énervait un petit peu d'ailleurs. De plus, ça c'est accessoire, on commence à en avoir l'habitude, mais entre-temps, Surcouf a capturé 15 nouveaux navires, dont 5 seront ramenés à l'île de France. C'est également dans ces alentours que Surcouf capture un navire anglais, donnant lieu à la célèbre remarque que lui fit le capitaine anglais. « Vous les Français, vous vous battez pour l'argent, nous Anglais, nous nous battons pour l'honneur. » Surcouf, face à tant de mauvaise foi, dut le remettre à sa place en lui répondant « En effet, chacun se bat pour ce qu'il n'a pas », rajoutant ainsi à ses multiples qualités une répartition pareille. Le corsaire confie ensuite le Revenant à son cousin, qui lui, de son côté, capture un imposant vaisseau portugais. Comme quoi qu'il arrive, avec n'importe quel Surcouf, vaut mieux pas les croiser sur mer. Mais Robert Surcouf est alors obligé en 1808 de confier son petit joujou, le Revenant, à la marine d'Empire, car le gouverneur de l'île de France devait remplacer l'une de ses frégates endommagées. Surcouf est donc très triste et à partir de cette période, il va mettre un terme à ses activités de marin corsaire pour se consacrer pleinement à son métier d'armateur.
Entre 1809 et 1814, Surcouf arme pas moins de 7 navires de course qui auront des succès très mitigés, à l'exception du Renard qui aura quelques succès. Puis, avec la fin de l'Empire, la course devient totalement interdite et Surcouf se consacre pleinement à l'armement de vaisseaux pour la marine commerciale. Il effectue 116 armements, dont la majorité seront dédiés à la pêche à la morue et au cabotage. Et également un autre tiers sera consacré à la traite négrière, malgré qu'elle soit totalement interdite en France depuis 1815. Mais bon, ceci n'est qu'un détail. Bref, de plus, il faut rajouter ses activités de grand propriétaire terrien, avec l'acquisition en 1826 du manoir de la Belle Noé, sa fortune étant alors estimée à également 2 millions de francs de l'époque. Ce qui est pas mal pour couler une vie confortable jusqu'à sa mort. Il profite d'ailleurs tellement qu'il devient obèse et est même touché par un cancer, qui l'emportera finalement le 8 juillet 1827. Ah là là, c'est breton. Ils poussent toujours un peu trop fort sur le site, c'est pour ça qu'ils finissent tous mal. Son corps sera rapatrié à Saint-Malo, où il est aujourd'hui encore enterré au cimetière dit de Rocabaie. On retiendra de lui, en plus de ses exploits maritimes, d'autres légendes, comme le fait qu'il aurait été fait comte d'Empire, ou encore qu'il aurait fait un duel face à des officiers prussiens en 1816 durant l'occupation de la France. Tout ceci étant sujet à caution. Surtout l'histoire du comte d'Empire, parce qu'il n'y a aucun document qui ne certifie que Surcouf ait bien été, en effet, comte d'Empire. Et bien voilà ce qui conclut donc cette vidéo tout d'abord, mais également cette année 2025. Même si, quand je sortirai cette vidéo, elle sera déjà passée depuis une journée environ. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute durant l'ensemble de cette année, également de votre écoute durant cette vidéo. Nous avons atteint, durant cette année de 2025, avec la création de cette chaîne, des niveaux que je n'aurais moi-même pas imaginé, même si pour le moment nous restons une chaîne assez modeste. Je vous remercie vraiment du fond du cœur, de tous les commentaires, de tous les pouces bleus, de tous les partages, de tous les abonnements. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2026, en espérant qu'elle soit la plus positive possible pour vous tous. Et je vous dis à la prochaine.